Lors de l'échange de cadeaux de Noël en famille, j'ai offert à mon frère une enveloppe scellée contenant 3 mois de loyer payé. Il l'a ouverte, a jeté un regard autour de lui et a dit, il essaie de compenser le fait qu'il n'est pas nécessaire dans cette famille. Toute la pièce a éclaté de rire, sauf moi. J'ai simplement repris l'enveloppe et dit, bon à savoir. 10 minutes plus tard, toute la famille criait, s'il te plaît, écoute-nous. J'ai tendu à mon frère une autre enveloppe scellée, remplie d'argent liquide, 2500 € organisés en 3 liasses de billets neufs de 100 €, chacune maintenue par une pince, assez pour couvrir son loyer pour les 3 prochains mois. Pas de notes, pas de messages, juste de l'argent. J'ai pensé qu'il comprendrait l'idée. Il l'a ouverte avec dédain, comme s'il savait déjà que ça venait de moi et que ça ne méritait pas qu'il se presse. Il a sorti les billets, haussé les sourcils et a répété, cette fois assez fort pour que tout le monde l'entende, il essaie de compenser le fait qu'il n'est pas nécessaire dans cette famille. Rire, des rires francs. Mon père a applaudi. Ma mère a étouffé un gloussement en se couvrant la bouche. Ma tante Raquel a poussé un cri de rire. Quelqu'un a murmuré, sauvage, à voix basse. Et moi, je suis resté là, une tasse de café vide à la main, me demandant pourquoi je me donnais la peine de venir. Personne n'a dit merci. Pas même un timide, et, ça aide. Nicolas n'a même pas reconnu ce que c'était. Comme si 2800 € tombaient du ciel pour des gens comme lui. Il a 24 ans, sans emploi, sans CV. Il passe ses journées à dormir, jouer à des jeux vidéo ou faire semblant de chercher du travail. Mes parents l'appellent un « tardif à éclore ». Moi, je l'appelle indépendant professionnel. Je me suis penché, j'ai repris l'enveloppe de sa main, je l'ai glissée dans la poche de mon manteau et j'ai répété, bon à savoir. C'était tout. Juste 3 mots. Mais l'ambiance a changé immédiatement. Comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet de la fête. Les assiettes ont cessé de cliqueter, les rires se sont tus. Je n'ai pas crié, je n'avais pas l'air en colère, je me suis juste levé et j'ai commencé à enfiler ma veste. Ma mère a été la première à briser le silence, Ravière, ne fais pas ça. C'était une blague. Puis mon père, allez, il ne le pensait pas, assieds-toi. Mange quelque chose. Ensuite, les tantes, n'allons pas gâcher Noël. Tu te méprends sur tout. Tu sais comment est ton frère. Oui, je sais. C'est bien le problème. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais déjà à bout. Depuis des mois, je payais leur loyer, leurs courses, leurs factures. Chaque excuse, de la prétendue blessure au dos de mon père à la soudaine, pause professionnelle de ma mère, finissait par un virement de ma part pour les maintenir à flot. Et pas une seule fois ils n'ont pris la peine de vérifier si j'allais bien. Ils ont juste présumé que je continuerais à me pointer, à payer, à être le responsable. Et pendant que Sarah passait Noël avec sa famille à Asturies, moi, j'étais là, la cible des moqueries pour avoir trop donné. Alors, je leur ai dit clairement, ce serait le dernier mois où je paierais leurs factures. À partir du mois suivant, Nicolas devrait trouver comment payer son propre loyer. Je n'avais plus envie de jouer les banquiers familiaux. C'est là que les vrais cris ont commencé. Tout le monde avait quelque chose à dire, que j'étais dramatique, que je le regretterais, que c'était juste une blague idiote et que je devais me blinder. Je n'ai pas haussé la voix, je ne me suis pas défendu, je n'ai pas donné d'explication. Je suis juste sorti, laissant la porte ouverte derrière moi. Pas de claquement de porte dramatique, pas de dernier regard, juste l'air froid et la compréhension silencieuse que quelque chose s'était enfin brisé pour de bon. Je pensais que quitter l'échange de Noël serait la partie la plus difficile. Ça s'est révélé être la chose la plus facile que j'avais faite depuis des années. Les conséquences ont commencé le lendemain matin. Appels manqués, longs textos, messages vocaux chargés de culpabilité. Ma mère s'est mise en mode dramatique total, tu as humilié ton frère à Noël. Cette famille a traversé beaucoup. Tu as toujours été celui sur qui on pouvait compter. Elle n'a même pas mentionné l'enveloppe, ni le fait que Nicolas m'avait insulté devant tout le monde. Elle est passée directement à la partie où j'étais le problème pour avoir réagi. Je n'ai pas répondu. J'ai tout laissé non lu. Le deuxième jour, ils sont devenus plus directs. Ton père veut te parler d'homme à homme, a-t-elle écrit. Ne lui ferme pas la porte. Alors, je suis allé dîner. Je n'attendais pas grand-chose, mais je pensais les laisser parler pour pouvoir dire ce que j'avais à dire. Nicolas était exactement comme je l'imaginais, tête baissée, yeux rivés sur son téléphone, sans dire un mot.
Ma mère a essayé de jouer les hôtesses, comme si c'était la Toussaint et non une réunion de gestion de crise. Mon père a tenté une conversation maladroite sur la bourse, ce qui était presque comique vu que j'avais payé sa facture d'électricité les 3 derniers mois. Après le dîner, il a enfin abandonné la comédie et a commencé à parler de perspective, de comment l'argent complique les choses, qu'il était désolé si tout avait dérapé. Et puis est venue la proposition. Pas des excuses, une proposition. Si tu pouvais nous aider juste jusqu'en février, on aurait tout réglé. J'ai une piste pour un boulot. Nicolas pense à s'inscrire à une formation. Ce n'est que de la malchance, rien de plus. C'est là que j'ai su qu'ils n'avaient rien compris. Je leur ai dit que ce n'était pas qu'une question d'enveloppe. Je leur ai raconté que depuis 2 ans, je payais leurs factures, réparais leurs voitures, couvrais les chèques sans provision de Nicolas. Et qu'est-ce que j'avais en retour? Des moqueries. Du mépris. Ils se sont moqués de moi pour avoir fait ce qu'aucun d'eux n'était capable de faire. Nicolas a enfin levé les yeux et marmonné quelque chose comme « Personne ne te l'a demandé ». J'ai ri une fois. Puis je me suis levé et leur ai dit qu'ils avaient 30 jours pour apprendre à fonctionner comme des adultes. Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père a dit que j'exagérais. Nicolas est retourné à son téléphone. J'ai laissé ma clé sur la table de l'entrée. Je n'ai pas dit au revoir. La semaine suivante, j'ai reçu un message de ma mère, le loyer est dû dans 5 jours. Envoie ce que tu peux, s'il te plaît. Je leur ai fait un virement de 1 euro. Dans le message, j'ai écrit « plus que ce que je peux me permettre ». Ce fut la dernière fois que je leur ai envoyé quelque chose. Les premiers jours, tout était silencieux. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je revienne en rampant avec un chèque et des excuses, comme d'habitude. Mais je ne l'ai pas fait. C'était fini. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Sarah et moi vivions ensemble depuis novembre. Rien de dramatique, juste 2 personnes bien ensemble. Sa famille ne savait pas grand-chose de moi, à part quelques salutations lors de réunions. J'étais poli, calme, rien d'exceptionnel. Mais ça a changé après Noël. Le père de Sarah, Fernando, m'a appelé à l'improviste pour demander de l'aide avec des étagères dans le garage. J'y suis allé, en partie parce que je n'avais rien de mieux à faire, en partie parce que je l'aimais bien. On a passé 2 heures à travailler dans le froid, à parler d'outils et de vieilles voitures. Rien de profond, mais ensuite il m'a demandé si je voulais rester dîner. J'ai accepté. Ce dîner s'est transformé en 3, puis en une visite de week-end, puis en une invitation spontanée au déjeuner du Nouvel An de sa cousine. C'était tellement étrange. Il me traitait comme une personne, pas comme un distributeur de billets, pas comme quelqu'un à manipuler avec de la culpabilité. Sa famille m'écoutait vraiment quand je parlais. Il me posait des questions sur mon travail, mes hobbies, la musique que j'aimais. La mère de Sarah, Isabelle, m'a demandé si j'aimais le pain à la banane. Le lendemain, elle en a fait un parce que je l'avais mentionné une fois. Tout était si normal, si facile, et d'une certaine manière, j'avais l'impression d'avoir été un invité dans ma propre vie jusqu'alors. Pour le réveillon du Nouvel An, on était assis autour de la cheminée chez les parents de Sarah, buvant du vin bon marché et parlant de premiers rendez-vous désastreux, quand j'ai reçu un message de Nicolas, « Tu peux me prêter 350 € pour une nouvelle télé ? La nôtre est cassée. » Pas de bonjour, pas de « j'espère que tu vas bien ». Juste une demande, comme si rien ne s'était passé. Je lui ai envoyé 1 euro. Message, ça devrait suffire. Je n'ai jamais eu de réponse. Ce fut la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Et puis, mon père est apparu, sans message préalable, sans avertissement, juste debout à ma porte avec une veste légère, comme si c'était encore normal de débarquer chez moi quand ça lui chantait. Il n'a pas demandé si c'était le bon moment. Il n'a même pas attendu une invitation pour entrer. Il est passé à côté de moi comme si l'appartement lui appartenait encore, comme si on était revenu au temps où je vivais sous son toit, au lieu d'être celui qui sauvait son hypothèque tous les 2 mois. Sarah n'était pas là, heureusement, elle était sortie avec sa sœur, et je n'étais pas prêt à ce qu'elle voie cette partie de ma vie en personne. Il ne s'est pas assis, il est resté planté au milieu du salon et a dit « Il faut qu'on parle de quelque chose de sérieux. » Je me suis appuyé contre le mur et j'ai attendu. Il a été direct, on a 2 mois de retard sur l'hypothèque. La banque appelle sans arrêt. Ce matin, ils ont collé l'avis final sur la porte. Il nous faut 7 500 € pour rattraper et arrêter la procédure de saisie. Je n'ai rien dit.
Alors, il a commencé avec les justifications, il cherchait du travail, sa demande d'invalidité était toujours en attente, Nicolas traversait quelque chose, mais il avait des plans pour remettre sa vie sur les rails. Je lui ai posé une seule question, où est Nicolas en ce moment? Il a baissé les yeux et a dit, dans sa chambre, à jouer à quelque chose. Évidemment. Puis il a ajouté, écoute, je sais qu'on ne l'a pas toujours montré, mais on apprécie tout ce que tu as fait. Ce n'est pas facile de demander ça, mais si on perd la maison, ça détruira ta mère. Je lui ai dit que j'étais désolé. Vraiment désolé, mais je ne leur prêterai rien. Ni 7500 €, ni 7 cents, ni 7. Il m'a regardé comme s'il ne pouvait pas le comprendre, comme si c'était une sorte de test et que je donnais la mauvaise réponse. Alors, c'est tout? Tu vas laisser ta famille couler, m'a-t-il lancé. Je lui ai répondu, je n'ai laissé personne couler. Je suis celui dont vous vous êtes accroché pendant que vous refusiez de nager. Et j'ai fini de jouer les sauveteurs. Il est resté silencieux, puis il a dit ce qui a tout scellé, je le savais. Je savais que tu nous tournerais le dos quand les choses deviendraient difficiles. À ce moment-là, j'ai ouvert la porte et lui ai dit qu'il devait partir. Il n'a pas discuté, il est juste sorti sans un mot de plus. Le lendemain, j'ai reçu un message groupé de ma mère, un de ceux qu'elle envoyait en chaîne quand quelque chose allait mal, bonjour la famille. On traverse une situation difficile et on a besoin de réunir des fonds pour sauver la maison. Tout aide est la bienvenue. Merci et que Dieu vous bénisse. Je l'ai lu 3 fois, attendant quelque chose, n'importe quoi, un semblant de responsabilité, mais rien. Quelques tantes ont répondu avec des offres, on peut t'aider avec 100 €. Dis-moi ce dont tu as besoin. J'envoie des prières. Moi, je suis resté silencieux. 3 jours plus tard, Nicolas m'a écrit, on est vraiment dans le pétrin. Je vends mon ordi et j'essaie de réunir ce que je peux. Tu peux couvrir le reste? Je te rembourserai, je le jure. Pas de bonjour, pas d'excuses. Je lui ai répondu avec un seul mot, non. Il a répondu instantanément, tu vas vraiment nous laisser perdre la maison? Waouh. Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'aurais pu dire que je n'avais pas déjà dit? Chaque mot semblait être du carburant pour plus de culpabilité, plus de manipulation. Ce week-end-là, Sarah et moi sommes allés à l'anniversaire de sa cousine. Sa famille avait commencé à m'inviter à tout. Réunions informelles, déjeuners, courses au hasard. Son père m'a même demandé de l'aider à construire un nouvel établi dans le garage. Sa mère m'a pris à part avant le dîner et m'a dit, tu lui fais du bien, j'espère que tu le sais. On est content de t'avoir avec nous. J'ai hoché la tête, pas trop sûr de ma voix. Ça m'a touché plus que je ne l'attendais. Cette même nuit, j'ai vérifié mon téléphone et vu un dernier message de ma mère. Juste un lien vers une page GoFundMe avec une photo de notre maison et un objectif de 7500 €. La description disait, difficultés imprévues. Aidez-nous à garder notre maison, s'il vous plaît. Toute contribution est la bienvenue. Pas une mention de Nicolas, pas un mot sur des années de mauvaise gestion, pas une seule référence à moi. J'ai cliqué sur donner, j'ai mis 1 €, j'ai appuyé sur envoyer. Anonyme, sans note, et pour la première fois, j'ai senti que je pouvais commencer à respirer. Février est passé sans un mot de leur part. Pas de message, pas d'appel, pas d'email, rien. La campagne GoFundMe stagnait à 750 €. Je l'ai regardé 1 ou 2 fois, par curiosité, pas par inquiétude. Il y avait des commentaires de personnes que je me rappelais à peine, une ancienne collègue de ma mère, un voisin de la rue où j'ai grandi, tous disant des choses comme « Je prie pour votre famille. J'espère que vous surmonterez ça. » Personne n'a mentionné le fils chéri. Personne n'a demandé pourquoi Nicolas n'aidait pas. Parce que l'enfant adulte qui vivait encore à la maison n'avait pas vendu sa chaise de gamer hors de prix, ses baskets de marque ou ce sentiment de droit qu'il cultivait depuis ses 14 ans. La maison n'a pas été saisie ce mois-là, ce qui signifiait que quelqu'un était intervenu. Peut-être un oncle, peut-être une tante, je m'en fichais assez pour ne pas chercher à savoir. J'avais avancé, ou du moins, c'est ce que je me disais, mais de petits échos continuaient d'apparaître. Un week-end, Sarah et moi étions chez son frère, à aider à peindre la chambre du bébé, quand j'ai reçu une notification sur mon téléphone, un message d'un numéro inconnu, on t'a vu avec la famille de Sarah. Bien à l'aise là-bas. Tu nous as déjà oubliés? Je l'ai fixé un moment avant de le supprimer. Pas de réponse, ça n'en valait même pas la peine.
La famille de Sarah, en revanche, continuait de m'intégrer petit à petit, sans pression. J'arrivais pour réparer un robinet qui fuyait, et son père me donnait une bière. Ensuite, il me demandait des nouvelles du travail, on parlait de sport. Sa mère a commencé à me demander d'apporter des plats aux réunions familiales, comme si j'avais toujours fait partie du groupe. Son petit cousin m'a demandé si je pouvais lui apprendre à conduire une voiture à boîte manuelle cet été. C'était subtil, mais constant. Ils ne m'ont jamais rien demandé. Ils ne se sont jamais moqués de moi, ils m'ont juste inclus. Un dimanche après-midi, le père de Sarah m'a appelé directement. Ils organisaient un petit barbecue et ils voulaient savoir si je pouvais aider avec le grill. J'y suis allé, et il m'a passé les pinces comme si c'était un rite de passage. Il n'a même pas demandé si je l'avais déjà fait. Il a juste présumé que je saurais m'en sortir. À mi-parcours, Sarah s'est approchée et a murmuré « Ça va ». Oui, ai-je répondu, et je le pensais. C'était étrange d'être là, à retourner des burgers, à rire avec des gens qui ne connaissaient pas ma version antérieure. Ils ne savaient rien du mec qui conduisait 1 heure toutes les 2 semaines pour réparer les tuyaux de quelqu'un d'autre ou payer leurs dettes de carte. Ils ne me voyaient pas comme brisé, amer ou excessivement responsable. Ils me voyaient, tout simplement. Quelques jours plus tard, j'ai reçu le dernier essai de ma mère. Un message. Peux-tu nous aider à acheter une nouvelle télé? Juste une petite. La nôtre est complètement morte. Nicolas est assez déprimé. 350 € suffiraient. J'ai fixé l'écran un moment. Puis j'ai envoyé 1 euro. Message, dit à Nicolas de prendre un livre. Et ce fut tout. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles. Pas un merci, pas un « d'accord », juste le silence. Et pour la première fois, ce silence ne semblait pas être une punition, il semblait mérité. En mars, le silence de ma famille s'est solidifié en quelque chose de permanent. Ce n'était pas une guerre froide, c'était plutôt une reddition silencieuse des deux côtés. Personne n'a repris contact. Pas de pic subtil de Nicolas, pas de culpabilité déguisée en inquiétude de ma mère, pas de numéros inconnus envoyant des menaces vagues. Je pensais que ça me rendrait solitaire. Ce ne fut pas le cas. Sarah et moi construisions quelque chose qui semblait enfin stable. Pas accent grave-l'œil, pas excessivement romantique, juste constant. Elle laissait de petites notes dans la cuisine, n'oublie pas ton déjeuner. Achète du lait. Avec un dessin idiot d'une vache à côté. Je me suis surpris à aimer faire des courses le samedi, comme aller au marché, juste pour pouvoir débattre avec elle sur les meilleures pommes. Ce n'était pas une relation explosive ou théâtrale, c'était des petites choses, réelles. Mais le vrai changement, je l'ai ressenti avec sa famille. Un dimanche après-midi, c'est Isabelle, sa mère, qui a provoqué un tournant. Elle m'a demandé d'arriver tôt pour aider avec les chaises pour la baby shower de sa cousine. Je pensais que c'était juste pour installer. Mais ensuite, elle m'a donné une liste de tâches, comme s'il m'avait déjà adopté dans la logistique de l'événement. Je n'ai pas bronché, je l'ai fait. À un moment pendant la fête, j'ai remarqué que Fernando, son père, m'observait. Je pensais qu'il m'évaluait à nouveau, vieilles habitudes. Mais quand tout le monde est parti et qu'on rangeait, il m'a dit quelque chose d'inattendu, tu sais rester calme, hein? J'ai vu beaucoup de gens s'effondrer pour bien moins. Il n'a pas développé. Il n'a pas dit qu'il savait ou que Sarah lui avait raconté, mais ça m'a marqué. Cette nuit-là, je me suis retrouvé à parcourir d'anciens messages de ma famille. Rien de dramatique, juste à regarder, à essayer de me rappeler ce que ça faisait d'être aimé seulement quand tout s'écroulait. Je n'ai répondu à aucun. J'ai supprimé la conversation. La surprise suivante est arrivée sans prévenir. Sarah et moi mangions des tacos quand elle a dit, l'air de rien, au fait, ma cousine Clara nous a invités à la maison de campagne le mois prochain. La même Clara qui ne se souvenait pas de mon nom les 4 premières fois qu'elle m'a vu. Elle a ri, oui, mais maintenant, tu es Ravière, celui qui a réparé le barbecue. Apparemment, tu as monté en grade. Ça semblait être un week-end ordinaire. Jusqu'à ce que le mari de Clara, Alvaro, me demande de parler en privé cette même nuit. Il travaillait dans une petite entreprise et cherchait un chef de projet avec une expérience en informatique. Il ne savait pas grand-chose de moi, à part ce que Sarah lui avait dit, que j'étais fiable, organisé, et pas du genre à faire des erreurs stupides. Mais il était intéressé. Tu n'es pas sur LinkedIn, ce qui est bizarre,
mais les gens se souviennent de ce que tu leur fais ressentir. Ça vaut plus. Je ne savais même pas qu'on me considérait pour quoi que ce soit. On a parlé 1 heure, et à la fin du week-end, j'avais une offre informelle. Moins de déplacements, plus de flexibilité, meilleur salaire. Sarah m'a trouvé assis sur le ponton le dimanche matin, regardant l'eau. Ça va? J'ai hoché la tête. Juste en train de digérer. Parce que, pour être honnête, tout ça me semblait presque volé, comme si je prenais quelque chose qui n'était pas pour moi. Une famille qui n'était pas la mienne, une opportunité professionnelle qu'on m'avait tendue entre 2 bières, une paix que je n'avais pas gagnée, du moins pas de la manière dont je l'avais toujours définie. Je lui ai dit. Elle a juste répondu, je t'avais dit qu'il t'aimerait. La semaine suivante, ma mère a appelé. C'était la première fois en moi. Pas de message, juste un appel manqué. Je l'ai ignoré. Puis un autre appel, suivi d'un message, on peut parler? Rien de grave, juste discuter un moment. J'ai ressenti cette vieille pointe, cette envie de tout arranger, mais je ne l'ai pas rappelé. J'ai transféré le message à Sarah. Elle a répondu, ta vie est plus calme maintenant. Laisse-la comme ça. Elle avait raison. Plus je m'éloignais, plus je voyais clair. Ils ne me cherchaient pas parce que je leur manquais, mais parce que quelque chose ne fonctionnait pas sans moi. Mais je n'étais plus un filet de sécurité, ni une fonction, ni une transaction. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de fuir. J'avais l'impression d'être arrivé. Avril a apporté une paix si silencieuse qu'elle en était effrayante. Je m'attendais au prochain coup. Une autre demande. Une nouvelle tentative pour me hameçonner. Mais le téléphone restait silencieux. La boîte mail vide. Et le poids que je portais depuis des années avait disparu. J'avais accepté le boulot que Alvaro m'avait proposé. Il m'a écrit un matin avec la date de début et des documents. Je les ai signés le jour même. Meilleur salaire, moins de stress. Personne attendant que je répare leur vie. La famille de Sarah l'a appris, bien sûr, pas parce que je l'avais dit, mais parce que sa mère l'a entendu de sa part, et la nouvelle s'est répandue. Son père nous a invités à dîner. Il a fait des côtes et ouvert un vin réservé aux grandes occasions. À mi-repas, il a levé son verre, à Ravière, pour savoir quand rester et quand partir. Tout le monde a trinqué. J'ai juste dit merci. Pas de blague, pas de sous-entendu, pas de souvenirs gênants, juste une joie sincère. Cette nuit-là, en rentrant, j'ai vu un appel manqué de ma mère. Sans message. 21h46, un numéro que je connaissais bien, qui n'avait pas sonné depuis des mois. Quelques jours plus tard, un message vocal, ta cousine a dit que tu avais un nouveau boulot. Je suis contente. J'espère que tu vas bien. On est toujours là. Si tu veux revenir, reviens. Comme si tout ce qui s'était passé n'était qu'une pause. Comme si Noël n'avait pas eu lieu. Comme si des années à être utilisées pouvaient s'effacer avec un message de 5 secondes sans le mot pardon. Je n'ai pas répondu, je ne l'ai pas gardé. En mai, un autre essai. Un message de Nicolas. Une capture d'écran d'une télé à 350 € en promo. Une seule phrase, tu pourrais aider, tu sais. Pas de bonjour, pas de contexte, il ne faisait même pas semblant. Je ne me suis pas embêté, j'ai envoyé 1 euro. Message, c'est encore trop. Il n'a jamais répondu. Ce fut la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Ce week-end-là, Sarah et moi sommes allés à la maison de campagne, sans plan, sans horaire. Elle a apporté des livres, moi du charbon et de la viande. On a fait un barbecue, nagé, joué aux cartes et parlé de rien jusqu'à ce que le soleil se couche. Ça ressemblait à une vie que je n'avais jamais cru pouvoir vivre. Cette nuit-là, près du feu, elle, avec une couverture et les cheveux encore mouillés, m'a demandé, il te manque? J'y ai réfléchi plus longtemps que prévu. Pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que j'avais enfin compris la question. Ce qui me manque, c'est ce que j'espérais qu'il soit, ai-je dit. Mais cette version 2 n'existait pas. J'étais juste trop proche pour le voir. Elle a hoché la tête. Bien. Elle est partie se coucher. Je suis resté près du feu, j'ai ouvert mon téléphone et parcouru les vieux messages une dernière fois, puis je les ai supprimés. Numéro, conversation, contact. Je ne voulais ni la tentation ni le poids. Il y a une ligne qu'on franchit quand on arrête de s'expliquer, quand on n'attend plus d'être compris,
pardonner ou qu'il change. J'avais changé, et ça suffisait. En entrant dans la chambre, Sarah s'est tournée, à moitié endormie. « Tout va bien ?» Je lui ai embrassé le front. « Oui, ai-je dit. Tout va enfin bien. » Mise à jour astérisque, une petite surprise m'a touché plus que je ne l'attendais. Des mois ont passé depuis tout ça. Je ne pensais pas raconter davantage. Je croyais que l'histoire s'était arrêtée là où elle devait. Une coupure nette, un nouveau boulot, Sarah, sa famille qui m'a adopté sans un mot, et ma vie d'avant s'effaçant dans le rétroviseur. Mais quelque chose s'est passé la semaine dernière. On était chez ses parents un dimanche tranquille, juste des sandwichs et de la limonade dans le jardin. Sa mère a disparu un moment. Elle est revenue avec une petite boîte en carton, comme pour des bijoux, mais un peu plus grande. Elle me l'a tendue. Ce n'est pas grand-chose, juste un truc qu'on a trouvé en nettoyant le grenier. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une vieille Polaroid. Sarah et moi, lors de notre premier Toussaint avec sa famille. Moi avec une assiette en carton pleine de nourriture, l'air confus et un demi-sourire. Sarah à côté, pointant quelque chose hors champ, riant les yeux fermés. Je me souvenais à peine qu'on l'avait prise. Sa mère a dit, on l'a gardée parce que c'était le jour où on a su que tu avais ta place. Ça m'a touché plus que je ne l'imaginais, pas à cause de la photo, mais parce que quelqu'un avait pris le temps de s'en souvenir, de m'inclure dans un moment dont je ne savais même pas qu'il existait. J'ai gardé la boîte. Elle est maintenant sur l'étagère du salon, à côté d'une plante que Sarah jure ne pas être en train de mourir. Parfois, la plus grande surprise, ce n'est pas un grand rebondissement, c'est que quelqu'un te voit et que tu comptes, en silence, sans rien demander en retour.